En fait, comme je disais avant, c'est vrai que c'est les narratifs où les gens vont déposer leurs fonds aujourd'hui parce qu'il y a les points, parce qu'il y a des projets qui sont backés, ils font beaucoup de spéculation là-dessus. Mais nous, parmi nos plus grosses poules de liquidités, il y a des stablecoins, par exemple. Mhm. Et je pense que là-dessus, il y aura effectivement la thématique RWA. Il y aura en fait, on va suivre la DeFi, ça reste de la finance, donc ça reste des taux d'intérêt. En fait, voilà, c'est toujours un peu le challenge quand on construit un protocole DeFi, c'est Ouais. essayer de s'adresser à l'utilisateur DeFi qui finalement a un profil de connaissances sur un spectre enfin, qui est assez large. Salut à tous, bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Gaspard de Spectra. Salut Gaspard. Hello. Alors Spectra, c'est un protocole de finance décentralisé qui permet de tokeniser les taux d'intérêt pour proposer des taux d'intérêt fixes. Donc on va voir comment ça marche et surtout à quoi ça sert. Avec Gaspard, Gaspard, est-ce que tu peux présenter Spectra? Bien sûr. Comme tu l'as très bien fait, Spectra, en fait, on va permettre d'avoir des taux d'intérêt fixes par rapport à des positions qui généraient des intérêts volatiles. Donc, c'est vraiment convertir un taux d'intérêt volatile en un taux d'intérêt fixe et éventuellement aussi s'exposer à cette volatilité en pariant sur son évolution. Ok, très clair. Et alors, pour la petite histoire, à la base, Spectra, c'était APWine, donc Exactement. un protocole que vous avez créé il y a quelques années déjà. Et alors, pourquoi vous êtes passé de APWine à Spectra? Ça a été quoi un peu le déroulé? Effectivement, ça fait presque 4 ans en fait qu'on fait ça. On a commencé en 2020, ça s'appelait AP Wine. À l'époque, c'était 4 étudiants qui sortaient d'école. On était aussi des utilisateurs DeFi de différents niveaux et en fait, on déplaçait notre liquidité d'un protocole à l'autre. On essayait de gagner ces taux d'intérêt qui étaient très très volatiles et même très très hauts, hein. On avait des taux d'intérêt à 1000%, alors ça changeait du jour au lendemain. Et là, on a vu un besoin, on s'est dit, mais en fait, les gens spéculent un peu sur non, ça vaut 1000%, ça vaudra 2% aujourd'hui, non, ça vaut 2%, mais ça va augmenter. Et il n'y avait pas d'outil qui permettait de le faire. Il n'y avait pas de marché explicite qui permettait de dire, bon, si je pense que ça passait de 2 à 4%, peut-être que je peux parier sur quelque chose. Vous pouvez juste bouger la liquidité. Et on a commencé, on s'est dit, OK, comment on va créer un protocole, vraiment une application qui va permettre de le faire. Et c'est comme ça qu'APIWine est né. On a commencé en 2020, ça s'est lancé sur Ethereum Mainnet en 2021. Et à Et l'époque, vous aviez levé des fonds, je crois que vous aviez 1 exactement. million, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Notre premier tour, c'était 1 million début 2021. On a relevé aussi des fonds par la suite en 2022, un petit peu en 2023. Et en fait, on a grandi l'équipe. C'est aussi une aventure entrepreneuriale finalement, hein. On passait de 4 personnes à 15, puis un peu redescendre. C'était recevoir les premiers fonds sur la plateforme, faire en sorte que tout ça, ça soit utilisable, utilisé, sécurisé. Et donc ça, c'était la première version. Euh, c'est aussi un long cycle d'itération et on a eu beaucoup de leçons apprises, de feedback utilisateur. Et en fait, l'année dernière, on s'est dit, comme ça faisait déjà un petit moment qu'on travaillait sur une seconde version, et on s'est dit, OK, là, la V1, on la maintient plus. On va la rendre obsolète progressivement. Et on va lancer cette nouvelle version. Et cette nouvelle version, on l'a appelée Spectra. On a profité pour faire un rebranding pour différentes raisons. Et on l'a lancé le mois dernier, il se trouve. Ok. Alors, je pense que c'est intéressant de rappeler ce point quand même, c'est qu'en DeFi, on parle des PY, donc en gros, c'est le yield que tu vas toucher sur 1 an, sauf que, contrairement à une banque classique, les yields vont évoluer tous les jours. D'où l'intérêt aussi de pouvoir proposer des taux d'intérêt fixes sur la durée. Et alors, tu disais justement que pour le rebranding des PY, c'était quoi un peu les raisons En fait, quand on s'est lancé en 2020, on a trouvé rapidement un nom, on a trouvé Ok. rapidement une brand, et en fait, ça collait plus forcément à l'image et aussi aux acteurs avec qui on souhaitait parler. On avait quelque chose de plus pro. C'est vrai qu'Happy Wine, Ouais. ça rappelait trop le vin. Et là où avant, il y avait un peu des jeux de mots dans le nom, tout ça, c'est tant de raisons qu'on s'est dit, en fait, on sait qu'un jour, on va changer. Et quoi de mieux qu'une nouvelle version et une grosse itération pour en profiter et l'apporter avec une nouvelle image. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, vraiment, le cœur du fonctionnement de Spectra, ça fonctionne avec ce qu'on appelle les yield tokens et les principal tokens, donc YT et PT. Est-ce que tu peux rappeler un peu le fonctionnement? Et d'ailleurs, c'est un peu le même fonctionnement que pour la plateforme Pendle. On reviendra après dessus, hein, qui est peut-être le leader actuellement sur ce marché. Mais ouais, une petite Exactement. mécanique. Exactement. En fait, un peu par hasard, honnêtement, quand on a commencé en 2020, on cherchait un moyen de pouvoir trader ces taux d'intérêt. Et la façon dont on a trouvé de le faire à la DeFi, c'était de tokeniser les taux d'intérêt pour qu'ils puissent être tradés indépendamment de la position qui les génère. Et c'est vous qui avez créé en fait ce mécanisme. Exactement. Et en fait, ça s'appelle dans la finance traditionnelle, ça s'appelle du yield stripping, ça existe. Et c'est ce qu'on a reproduit. Et on a itéré un peu sur les standards, sur la manière dont on le faisait, mais fondamentalement, ce principe est resté le même. C'est effectivement le même principe que Pendle aujourd'hui qui fonctionne très bien sur ce modèle.
Et c'est toujours le même principe qu'on utilise dans notre V2, bien qu'avec une infrastructure et un produit et une UX très différentes. Donc en fait, comment ça fonctionne pour l'expliciter? En DeFi, vous générez des intérêts en déplaçant vos fonds dans une pool de liquidité sur un protocole. Et comment ça fonctionne? Votre position, elle accumule progressivement les intérêts. Qu'est-ce que c'est que le stripping? Qu'est-ce que c'est que la yield tokenization? C'est prendre cette position-là et pendant une durée de temps impartie, séparer ce qui représente la position initiale du yield qu'elle va générer. Et à partir du moment où on sépare ces deux choses-là, on peut échanger le yield qui sera généré jusqu'à une date de maturité. Et c'est là, donc, à partir du moment où on échange le yield futur, qu'on peut aussi spéculer sur sa valeur. Et sur l'autre partie, donc ça c'est le yield token, pour trader le yield. Et le principal token, en fait, c'est donc la position initiale. C'est le sous-jacent. Exactement. Donc par exemple, imaginons qu'on dépose un ETH dans un protocole comme Aave, il va générer, et pour une durée de 6 mois. On peut trader déjà le yield qu'il va générer pendant 6 mois, et on peut aussi trader la position. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette position? C'est un ETH qui va pouvoir être récupéré dans 6 mois. Et donc généralement, comme il sera récupéré dans 6 mois, pour qu'une personne rachète cette position future, elle la rachète avec un rabais, un petit discount, et c'est ce qui permet en fait d'avoir un fixed rate. Ça s'apparente un peu à ce qu'on appelle en finance traditionnelle zéro coupon bond, donc un peu comme des obligations sur ce principal. Ok. Pour grossir un peu le trait, c'est-à-dire que par exemple, cette ETH qui est stackée justement sur Aave, là on va dire que c'est un ETH, potentiellement là je vais pouvoir l'acheter 0,9 ETH parce Exactement. que je vais pouvoir l'acheter en 6 mois et donc il y a ce fameux discount. En fait, l'intérêt concrètement, ce que je comprends, le cas numéro 1, c'est vraiment de pouvoir fournir la liquidité à des gens qui en ont besoin et d'autres personnes qui ont moins besoin de liquidité et qui sont prêts finalement à attendre, entre guillemets, et pas dépendre du yield. Exactement. Après, finalement, pour l'utilisateur, ça va être deux onglets différents et deux utilisations assez différentes. Il y en a un qui va pouvoir se dire, tiens, je vais pouvoir faire un revenu fixe parce que voilà, j'achète un ETH qui va être disponible à telle date et donc j'achète avec un discount, donc je gagne ce delta de revenu sur cette durée. Voilà, c'est le revenu fixe. C'est plus certain, plus intuitif. Et l'autre va vraiment essayer de spéculer sur le yield futur. Il va prendre l'exposition sur la volatilité finalement de quel sera cet intérêt et parier sur sa variation. Et lui sera positif, enfin rentable ou pas en fonction de si son prix d'achat représente un montant de capital inférieur à ce que le yield finalement générera ou pas. Mais c'est vraiment ces deux utilisations qui sont séparées aussi sur la plateforme. Ok. Alors, un point qui est important, je pense, de rappeler, si j'ai bien compris, c'est que yield token plus principal token est censé être toujours égal à la valeur du token initial. Donc, si on prend ETH, le yield token de ETH plus le principal token, normalement, sont censés être égaux. Enfin, la somme des deux est égale à un ETH, sachant qu'au fur et à mesure du temps, le yield token va gagner en valeur ou pas forcément. Alors, le principal token, lui, va peut-être perdre en valeur. Exactement. En fait, effectivement, finalement, ces deux tokens-là représentent la position initiale qui génère du yield progressivement. À la fin, à maturité, autant un principal token va permettre de récupérer en fait, le collatéral qui était mis au début. Donc là, on connaît sa valeur. C'est pour ça que alors, le marché peut changer, comme le marché des obligations. D'ailleurs, on le voit tous les jours, quand les taux d'intérêt changent, il y a parfois des banques qui sont mises en défaut parce qu'ils ont mis dans des bonds qui finalement décroît malgré le fait qu'on sait qu'à maturité, ils vont pouvoir récupérer ce collatéral. Donc ça peut quand même varier, mais on sait qu'à maturité, ça va revenir vers le prix de son underlying. Et que le yield token descendra à zéro. Et lui, en revanche, à maturité, ne servira plus à rien, donc effectivement, sa valeur sera nulle. Ok, très clair. Déjà, reparlons aussi de Pendle. Je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment le leader de ce marché. Je crois qu'ils ont plusieurs milliards de TVL. Bon, il y a eu un gros down il y a quelques semaines, quelques jours. Mais bon, ils ont quand même une TVL de plusieurs milliards. Comment t'expliques que justement, c'est un milieu assez compétitif, c'est une grosse team. Comment est-ce qu'ils ont été créés après? Est-ce que vous les avez vus venir? Comment vous avez accepté la concurrence entre guillemets avec Pendle? C'est des concurrents de longue date, dans le sens où c'était peut-être nos deux deuxièmes concurrents. Après, à l'époque, il y avait Element Finance qui existait. Ils se sont lancés un peu après sur leur première version. La première version a été à la fois assez similaire à la nôtre, et puis il y avait pas mal de problématiques qu'ils ont très bien taclées en itérant, que ce soit sur leur UI, sur leurs produits, en se concentrant sur vraiment quelque chose de plus simple. Et donc c'est une progression presque linéaire en fait jusqu'à fin de l'année dernière. Et à la fin de l'année dernière, il y a un événement un peu particulier qui s'est produit, c'est qu'on a eu l'arrivée des points.
Et les points, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'intérêt un peu en DeFi, mais des intérêts qui sont pas directement pricés, c'est-à-dire qu'en fait, on spécule encore sur leur valeur future. En Et, gros, pour ouais, expliquer, ouais, c'est via des airdrops où exactement. ça correspond en fait à des futurs airdrops. Et plutôt que, je sais pas, tu prends des airdrops de tokens classiques ou faire telle action pour espérer être éligible. Là, en DeFi, en général, c'est des points. Et donc, plus tu récoltes des points, plus tu vas avoir de tokens. Exactement. En fait, c'est comme un système de miles où en utilisant le protocole, on donne l'équité, on récupère ces miles et on se dit un jour, ces miles seront convertis contre un token. Et à l'époque, le fonctionnement était presque similaire, si c'était qu'on donnait directement le token. Donc les gens savaient, OK, on me donne tel token, ce token, je peux l'échanger, ça a telle valeur. Et comme il y a cette valeur spéculative, alors les gens ont commencé à beaucoup spéculer comme ils sont habitués à le faire en crypto. On a eu ce protocole, donc Eigenlayer, qui a eu énormément de dépôts. Les gens ont déposé des milliards dedans parce qu'ils voulaient collecter des points et avec différentes spéculations sur quelle sera leur valeur. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, comme le côté stripping, le côté yield tokenization permet de spéculer sur le yield futur et encapsuler sur le yield futur, alors les gens pouvaient parier sur la valeur des points parce qu'ils pouvaient se les échanger à travers ce yield token en fait. Les points qui seraient collectés étaient déjà échangés à travers le yield token. Donc ça a créé un gros marché là-dessus. Et Est-ce que, juste pour venir là-dessus, sur ce point-là, c'est-à-dire que les points étaient cumulés sur le yield token et pas le exactement. principal en fait. En fait, les gens qui d'habitude voulaient acheter, je reprends un exemple de AV, imaginons que le yield sur le TH est de 2%, il y a des gens qui se disaient bon, 2% et le yield token il s'échangeait à un prix qui correspondait en fait qui priçait un yield de 2%. Bon, ben, si ce yield il passe à 4%, ils ont fait x2 et l'inverse aussi. Et en fait, il y a eu cette même spéculation sur les points, sauf que comme c'était vraiment très spéculatif, ça a eu beaucoup d'engouement. Et Pendle étant à ce moment-là la seule plateforme qui permettait de le faire, Parce que vous n'étiez pas live à ce parce qu'on moment-là. n'était pas live, il y a eu énormément de traction et ils sont passés de quelques centaines, 200 millions, 100 millions de TVL à leur pic, presque 7 milliards en fait, donc en quelques mois. C'était une montée fulgurante. Alors, effectivement, très frustrant pour nous de ne pas avoir le produit, de ne pas avoir la voiture disponible pour pouvoir participer sur le même circuit, mais voilà, on s'est lancé aussi un peu après. Et là-dessus, ça a aussi montré beaucoup d'intérêt en fait pour ce produit. Il y avait aussi un travail éducatif qui était nécessaire sur ces assets parce que finalement, on le voit expliquer un PT, un YT, un principal token, un yield token, ça peut être un peu difficile, même si ça s'apparente à des choses qu'on connaît plus dans la finance traditionnelle. Et là-dessus, ça a permis vraiment d'apporter voilà, beaucoup d'utilisateurs d'un coup. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, quand on parle à des gens, on peut dire, bah, en fait, vous connaissez ce produit-là, c'est très similaire. On offre des features un peu différentes, mais finalement, sur le corps du produit, c'est similaire. Deux points par rapport à ce que tu viens de dire. Alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, aujourd'hui, pricer la valeur des points, c'est assez arbitraire, c'est compliqué. D'où le fait aussi que le prix de certains yield tokens s'est peut-être envolé. Parce que, ouais, concrètement, comment tu peux finalement pricer un point? Sachant qu'en général, c'est des tokens qui n'étaient pas encore émis par la Oui. plupart du temps. Donc, En fait, c'est extrêmement incertain pour plusieurs raisons. Bon, bah, déjà parce que ça repose sur un événement futur, mais aussi surtout parce que ça repose sur une décision de la team du protocole qui fait ces fameux points, ces fameux miles, à une date future. Et donc en fait, pourquoi c'est pratique pour un projet de faire des points? Parce qu'ils ne sont pas obligés de distribuer une partie de leur supply de tokens à l'avance, et ils peuvent un peu attendre dernière minute, au moment où ils ont aussi monté tout leur KPI à fond. et Pour- surtout aussi parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas se faire retoquer derrière parce que, avec des règles arbitraires. Oui, exactement. En fait, ils peuvent se dire, bah, en fait, merci, bah, pour ces points-là, on vous donne tel montant qui Ouais. est un peu petit. Alors s'ils le font, et c'est ce qui s'est passé potentiellement, en tout cas par rapport à l'explication de certains utilisateurs, ça crée de la frustration. Donc finalement, c'est un peu à double tranchant, mais c'est clair que c'est moins engageant en fait, puis c'est plus facile à faire un problème de points. Ça a bien marché, je pense qu'il y a encore quelques vagues de projets qui vont vraiment être concentrés sur cette approche un peu ce go-to-market. Combien de temps ça durera, on ne sait pas. Je pense que c'est quelque chose qui doit être un peu adapté pour justement limiter la frustration des utilisateurs. Mais voilà, c'est très très incertain. Finalement, on ne sait pas ce qu'on aura contre ces points at the end of the day. Et peut-être que certaines teams ont un peu joué là-dessus aussi. Ok. Et en termes de use case, vous n'avez pas peur de dépendre sur ce système de points? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est assez éphémère. C'est-à-dire le jour où tous ces projets auront distribué leurs points et lancé leurs tokens, est-ce que vous n'avez pas peur que la hype redescende ou c'est un moyen aussi de créer de l'adoption? Alors, Ensuite, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était objectivement, quand on regarde l'évolution de Panel, un énorme catalyste pour apporter beaucoup de liquidité, parce que en fait, la liquidité est très mercenaire en DeFi.
Et les gens vont vouloir déposer leurs fonds sur la narrative du moment. C'était Eigenlayer, maintenant il y a un peu Symbiotic, un nouveau projet dans cet écosystème un peu qui se lance. Ils vont déplacer leurs fonds d'une plateforme à l'autre. Ils l'ont toujours fait en fait depuis l'existence de la DeFi. Et ces systèmes de points, à travers Pendle, étaient intéressants. Donc les gens déplaçaient chez eux. Donc forcément, ça apporte beaucoup de liquidité. Ensuite, il y avait tout l'aspect spéculatif qui a fait que les gens devaient se forcer à essayer de comprendre comment fonctionnent les yield tokens, comment fonctionnent les principal tokens. Donc là aussi, un gros travail d'éducation. Effectivement, ils ont même rendu service à travers ça. Maintenant, quand on s'est lancé en 2020, le constat, il était, on n'avait pas de points, on avait du liquidity mining. Et en fait, depuis l'existence de la DeFi, il y a toujours eu différentes formes de yield, il y a toujours eu une grosse volatilité dans les yields, et c'est ces éléments en fait qui sont intéressants pour créer un marché sur les taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'on avait construit un produit à l'époque qui finalement a une très grosse traction aujourd'hui, mais qui fonctionnait déjà progressivement, avec certes moins une montée exponentielle comme l'a eu, pas seulement Pendle, mais Eigenlayer, ce projet qui faisait des points. Et voilà, c'est sûr qu'on est dépendant du marché sur la traction, mais nous, on ne pense pas reposer que là-dessus. Et même d'ailleurs, en fait, on crée, nous, ces pools de liquidité sur différents assets. Et on a aujourd'hui des institutions, des fonds qui viennent nous voir parce qu'ils veulent acheter des grosses quantités de ce principal token sur des pools qui ne sont pas liés au point du tout. Ils se disent, OK, là, il y a cet intérêt fixe, ça nous intéresse. Et ils veulent même, et la demande est même plus forte que l'offre qu'on est capable de donner aujourd'hui. Donc pour nous, c'est la preuve que le produit a beaucoup d'intérêt, et même en dehors de cette narrative, qui certes est un angle sur lequel on va aussi participer, parce que comme je disais, c'est un bon catalyste, mais pas que. Ok, c'est intéressant, c'est-à-dire que ouais, à terme, c'est vrai qu'il y a peut-être un vrai use case au niveau des institutionnels pour justement se baquer et avoir des yields. Toi, c'est peut-être plus un produit instit que retail à terme. Et en parlant de retail, je trouve que c'est intéressant parce que vous avez un produit quand même qui est assez complexe à comprendre. C'est-à-dire que quand tu arrives sur Spectra, Pendle et que tu n'as jamais utilisé ce type de produit, bon, si tu vas pas dans la doc, c'est compliqué de prime abord de les utiliser. Donc j'imagine qu'il y a un vrai enjeu du X qui n'est pas facile à résoudre. Très clairement, en fait, nous, il y a un monde entre ce qu'était AP Wine en termes d'application et ce qu'est Spectra aujourd'hui. Ça reste plus compliqué que certains produits DeFi. Après, c'est vrai que typiquement en conférence, quand j'interagis avec des gens, je leur demande souvent qui utilise la DeFi et qui utilise la DeFi autrement que juste déposer ses fonds pour gagner des intérêts. Ouais. Et là, il y a moins qui se lève en fait. C'est-à-dire que l'utilisation de la DeFi, il n'y a pas tant de gens, déjà même le lending, qui est quelque chose qui existe depuis les débuts de la DeFi et qui est très simple. Voilà, il y a déjà moins d'utilisateurs. Et donc, pour avoir ensuite des taux d'intérêt fixes, la spéculation sur la valorisation future de points, bon, là, on commence à perdre un peu des gens. C'est sûr. Maintenant, la demande est là et la DeFi, c'est aussi très interopérable, c'est-à-dire que notre utilisateur n'est pas seulement un retail ou un institutionnel, mais est aussi un autre protocole. Et sur la thématique de tokenisation des intérêts, et notamment avec le principal token, il y a un gros enjeu d'être intégré justement, en fait, d'avoir cette classe d'assets intégrée en tant que collatéral dans des lending markets, dans des protocoles d'options, dans en fait, d'autres composants, d'autres briques qui vont venir construire le paysage de la finance décentralisée. Ok, c'est intéressant, c'est-à-dire que potentiellement, ouais, il y a des protocoles de DeFi qui font de l'option ou des futurs, par exemple, qui vont consommer Spectra pour assurer leur service. En fait. Exactement. Nous, on est live depuis un peu plus d'un mois, comme je l'ai dit. C'est la thématique actuelle, c'est ces intégrations-là. On travaille sur la thématique d'Oracle, sur la thématique des respirateurs pour tout ça. Et donc, clairement, c'est un gros vecteur. Après, voilà, c'est sûr qu'on essaie de rendre toujours l'application la plus compréhensible possible. C'est aussi un chemin itératif. Et là-dessus, encore une fois, c'est vrai que Pendle nous a beaucoup rendu service. Parce que si on ne sait pas l'expliquer à quelqu'un, on dit, bon, bah, est-ce que tu connais Pendle? Oui, bon, voilà. En fait, c'est un peu similaire. Yes. Et ben, en parlant de Pendle, est-ce que tu peux vraiment expliquer les différences fondamentales entre Spectra et Pendle? Et après, on fera une petite démo justement de Spectra pour voir comment ça fonctionne. Tu t'expliqueras un peu tout ça, toute l'utilisation du site. Bien sûr. Le premier point, c'est qu'on est permissionless. Qu'est-ce que ça veut dire permissionless? C'est-à-dire que, en fait, sur Pendle, pour parier sur les intérêts d'un asset, il faut que derrière, la team ait pris cette décision-là. Que la team ait déployé la pool et choisi les paramètres en mode, OK, alors le marché va varier entre telle borne et telle borne. Ensuite, se dit, OK, ce marché-là, on va mettre des récompenses pour que les gens apportent la liquidité. Il y a tout un travail qui est fait, mais qui est très, très manuel. Et nous, on a pris l'approche, en fait, de dire, nous, on fait une primitive. On est un bloc dans les finances décentralisées. Et ça, les gens vont pouvoir l'utiliser sans notre permission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des projets qui viennent utiliser la plateforme, qui viennent créer une pool sur leur asset, qui vont dire, voilà, on veut que nos utilisateurs puissent parier sur les taux d'intérêt de nous, notre pool de liquidité, et qu'ils le font sans notre permission, sans notre intervention.
Et c'était très important pour nous d'avoir tout voilà, le chemin de vie d'une pool qui soit disponible sans notre intervention. Ça reste, et même technologiquement, dans la manière dont en fait, on a conçu le protocole, on peut aussi supporter un peu plus d'intérêts différents. C'est-à-dire qu'on est mieux adapté pour, par exemple, des pools qui vont avoir des taux d'intérêt négatifs, ce qui est moins le cas en DeFi, mais qui va arriver notamment avec ces projets qui font des points sur la thématique du risk taking. Voilà, on va être plus concentré sur la primitive et être totalement permissionless. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que notre AMM, donc en fait le moteur de liquidité, le moteur de marché de la plateforme, qui va permettre aux gens de trader ces taux d'intérêt, ces deux tokens, est assez différent. En fait, aujourd'hui, au lancement, on utilise Curve. C'est-à-dire qu'on utilise Curve qu'on peut paramétrer de manière efficace pour cette classe d'assets. Curve, qui est un protocole index en fait. Exactement, qui est un des plus gros protocoles, un des plus gros DEX, et qui existe depuis très longtemps aussi, et qui se trouve est très adapté pour cette classe d'assets, en tout cas avec les bons paramètres. Donc on utilise Curve, on itère même pour faire des poules encore plus optimales et efficaces là-dessus. Demain, on aimerait même intégrer d'autres venus de liquidité, tout en proposant une interface simple pour l'utilisateur. Et en fait, on travaille en particulier, mais ça, c'est pas live aujourd'hui, sur en fait, un module de liquidité qui va permettre de résoudre un des plus gros pain points, un des plus gros challenges pour les protocoles qui font yield tokenization, qui est la fragmentation de la liquidité à deux niveaux, deux axes. Un, entre les assets, parce qu'on crée, on a de l'Ether un peu ici, de l'Ether un peu ici, il faut des pools, il faut grossir la liquidité de partout, c'est pas très efficace. Et donc horizontalement, et aussi deux, par rapport aux dates de maturité. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu avec Pendle effectivement qu'ils ont perdu beaucoup de TVL, presque 40% je crois. Alors c'est 40% sur des milliards qu'ils ont accumulés en quelques mois, ça reste une croissance admirable, mais il se trouve qu'à l'expiration, les gens sortent et doivent prendre une décision par rapport à ça. Tandis que si vous déposez votre liquidité sur AV, Morpho et compagnie, il n'y a pas de date de fin. Exactement, vous prenez moins cette décision continue. Vous faites un peu confiance au protocole ou à un risque curator sur Morpho. Parce que juste pour rappeler par rapport à ça, c'est-à-dire que quand tu as des pools qui se créent, enfin, yield token plus principal token, il y a une date de fin qui est setée, et donc date de fin, tu récupères l'asset initial. Exactement. Date de fin, ceux qui ont le principal token peuvent récupérer l'asset initial. La pool de liquidité n'a plus d'utilité puisqu'on n'y a plus d'intérêt futur à trader, la période est finie. Et donc, il faut faire un peu tout c'est quelque chose à la fois technique, à la fois produit, et en fait, à la fois, ça n'a pas encore été vraiment réglé aujourd'hui dans Pendle, et nous, c'était vraiment un des points sur lesquels on voulait se concentrer, c'était pouvoir avoir cette expérience en DeFi où on dépose les fonds, et les fonds sont utilisés correctement, et de manière plus fluide et optimisée entre les différentes pools. Ça, c'est un point qui va nous différencier, je dis va parce que, encore une fois, ce component n'est pas live aujourd'hui. Ok. Donc, la permissionless, ça, l'AMM, et quelques différences techniques, mais finalement pas grand-chose là-dessus. On a tout ce système... en fait, pour tacler le cold start problème en fait, qu'on va avoir sur le côté permissionless. C'est-à-dire que permissionless, n'importe qui peut créer une pool de liquidité, mais encore faut-il avoir la liquidité là-dessus. Donc on a tout un système d'incentives, de bribes en fait, pour les votes. Bon, c'est un peu plus complexe, un peu plus DeFi, mais voilà. Ouais, l'idée c'est vraiment de redistribuer une partie des jetons de gouvernance, enfin des récompenses aux différentes pools. Mais ouais, on va pas rentrer dans ces détails-là. Ouais. Tout en restant un écosystème profitable et sustainable en fait, dans cette dynamique. Et ouais, une dernière question avant qu'on passe à la démo. C'est quoi les différents use cases que tu vois à terme? Parce que là, on parle beaucoup de staking, de restaking, mais ce serait quoi les différents use cases intéressants? En fait, comme je disais avant, c'est vrai que c'est des narratifs où les gens vont déposer leurs fonds aujourd'hui parce qu'il y a des points, parce qu'il y a des projets qui sont backés, ils font beaucoup de spéculation là-dessus. Mais nous, parmi nos plus grosses pools de liquidité, il y a des stablecoins, par exemple. Et je pense que là-dessus, il y aura effectivement la thématique RWA. Il y aura en fait, on va suivre la DeFi, ça reste de la finance, donc ça reste des taux d'intérêt. Et donc, comment ces intérêts sont générés, ça suivra différentes narratives. Les restaking fait beaucoup parler parce que ça se lance et parce qu'il y a des jetons qui ne sont pas encore émis, donc la spéculation a encore lieu. Voilà, encore une fois, nous on se concentre sur des assets qu'on pense aussi ont un intérêt et une attractivité dans la durée. Les stablecoins en font partie. Aujourd'hui, il y a le côté yield sur Bitcoin qui est aussi intéressant. On voit beaucoup de... C'est vrai que le Bitcoin en DeFi n'était pas très très utilisé. Donc c'était la liquidité un peu dormante, qui n'était pas très intéressante. Et aujourd'hui, on commence à avoir des applications un peu qui se développent. Alors certes, un peu avec le restaking, mais je pense que ça va aller au-dessus et au-delà de ça. Et nous, c'est un thème qu'on essaie d'anticiper. Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le cas même avec les futurs. C'est-à-dire que en tant que prêteur, tu te dis, bah voilà, moi ce taux-là me va. En tant qu'emprunteur, tu te dis, bon, bah, je pense que je peux avoir plus. Et voilà, c'est toujours un peu une répartie entre l'offre et la demande.
Yes. Absolument. On va passer à la petite démo avec Gaspard. Alors, pour celles et ceux qui sont sur Spotify, Apple Podcast, toutes les plateformes de podcast, je vous invite à passer sur YouTube pour regarder la démo. On va voir vraiment tous les différents onglets de Spectra. On est de retour donc pour la petite démo avec Gaspard. Pour commencer, est-ce que tu peux expliquer un peu l'onglet Fixed Rate sur lequel on arrive? Et d'ailleurs, au passage, expliquer un peu les coins qui peuvent sembler un peu exotiques. Ouais, très bien, parfait. Donc fixed rate, c'est le cas d'utilisation dont on discutait avec vraiment le taux fixe. Donc c'est le côté acheter un asset qui sera disponible à une date de maturité. Donc là, on voit différents assets, différentes pools qui ont été créées. On peut voir voilà, la liquidité qu'il y a dessus. Et donc par exemple, on voit qu'il y a le StakeGo qui est le Go staké chez AV, donc qui génère du yield. On voit qu'il y a un peu dans le même genre le Stake USD qui est l'USD staké de Angle. Et derrière, on voit un peu des assets qui sont dans la thématique qu'on a citée, donc le KWIS, qui est la position EtherFi stakée chez Karak. Donc ça, c'est justement dans la thématique un peu des points. Karak, qui est un compétiteur de... un protocole de staking, exactement. Exactement dans cet écosystème narratif. Et comment tu sais d'ailleurs que c'est via EtherFi Alors, il se trouve que en fait, EtherFi, c'est le wrapped ETH. Ah, ok, ouais. Et K wrapped ETH, c'est le deposit EtherFi dans Karak. Okay. La DeFi est toujours un peu imbriquée en layer. Dans le même genre, en fait, par rapport plus à la thématique symbiotique, typiquement, il y a les pools Amphoris de Melo ou Amphor LRT de Amphor. Ou alors UniBTC de Bedrock, donc là, c'est le restaking Bitcoin. Donc, pas mal de protocoles très différents. Ça reste, comme je dis, on s'est un mois, il n'y a pas encore énormément de pools. Là, c'est juste sur Ether Mainnet, on a aussi d'autres réseaux qui sont disponibles. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a des fixes APY. Exactement. Et donc, en fait, là, le but, c'est quand j'arrive sur cette plateforme, moi, en tant qu'utilisateur, ça va être d'emprunter à ce taux-là. En fait, ça va être j'ai fait une démonstration. Effectivement, on voit 3 colonnes. On voit le PT Maturity Value et le PT Market Price. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, en fait, si on achète un principal token de cette pool, à date de maturité, qui est le 26 septembre, ça vaudra un wrapped ETH. Et combien ça vaut aujourd'hui? Ok, on voit que c'est 99,4. Donc là, le discount, il est très faible. C'est pour ça que l'implied, l'intérêt annualisé que représente en fait cette différence est assez petit. Mais sur d'autres pools, c'est moins le cas. Par exemple, là, je prends l'exemple du Go. On voit, je peux cliquer ici, on voit qu'avec un Go, je peux acheter 1,05 Go. Et en fait, on voit, l'interface nous dit, bon voilà, si on prend cette différence annualisée, ça correspond à cet intérêt fixe. Ouais, carrément. C'est-à-dire que plus en fait le PT va avoir un discount et plus le fixe rate va être élevé. Exactement, exactement. Alors ça dépend aussi de la période sur laquelle, parce que voilà, c'est un discount par rapport à une période de temps, mais c'est ça. Donc là, en fait, on peut comparer les prix et on voit. Donc on a vraiment ce côté un peu acheter un discount et la date de maturité à laquelle finalement on va pouvoir récupérer cet asset. Donc quand on achète juste ici par exemple un principal token, il apparaît ensuite dans le portfolio, dans la catégorie PT, et on voit un peu les différents achats de principaux tokens qu'on a fait, le principal token. Et à maturité, on va pouvoir cliquer là, il y aura une option Redeem, et on va pouvoir récupérer l'underlying qui est affiché dans la page Fixed Rate. Ok, et dans la page Fixed Rate, c'est surtout pour acheter de base, et après, une fois que tu l'as acheté dans le portfolio, tu peux revendre. Exactement. En fait, il y a toujours les deux sens. Dans le portfolio, une personne qui dit, finalement, en fait, j'ai acheté ça, mais typiquement, on sait que le principal token, comme à maturité, va permettre de récupérer son underlying. Généralement, son prix converge vers une unité d'underlying. Et donc, on peut peut-être décider de le revendre ici, ou d'en racheter plus. Voilà. Et d'ailleurs, petite question, donc, comment le taux en question est déterminé de base? Alors, en fait, c'est au moment de la création de la pool. Comme une pool de liquidité, donc ça, c'est une pool de liquidité. Une pool de liquidité, elle est créée à un moment. Et comme une pool Uniswap, la personne qui l'a créée décide un prix de base. Et en fait, quel va être ce prix? C'est le prix du principal token. Ouais, c'est le créateur de la pool, en fait. Exactement. Après, là, il choisit juste un prix de base, mais le marché évolue et on a eu des fixed APY qui ont monté, des fixed APY qui ont descendu. Et en fait, on voit avec le volume, c'est un prix qui change. Ok. Et le principal token, son prix ne change pas? Si, le principal token il change avec le marché. En fait, c'est parce que le prix du principal token change que le yield fixe évolue proportionnellement. Et voilà, c'est toujours par rapport à la différence de qu'est-ce qu'on a à maturité et qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui.
Très clair. Et alors, si on remonte après dans les onglets, donc il y a un autre onglet qui s'appelle Yield Trading. Mhm. Et donc là, est-ce que tu peux un peu expliquer cet onglet maintenant Alors, yield trading, ça, on a introduit le principal token. Là, c'est le yield token. Mhm. Qu'est-ce que c'est le yield trading? Alors, c'est déjà une utilisation un peu plus complexe parce que là, on entre sur une spéculation un peu différente. C'est-à-dire qu'on va acheter le yield que va faire, par exemple, un Bitcoin sur Bedrock jusqu'à expiration. Mais à expiration, le yield token, il ne servira plus à rien. Mhm. Donc, en fait, il faut que le prix d'achat soit compensé par le yield qui a été généré pendant ces dates pour être en profit, entre guillemets. Comme on le disait, le yield en DeFi, il peut être de différentes manières. C'est-à-dire que, par exemple, sur une pool StakeUSD, si on achète ce yield token, on retrouve un peu une expérience où on va nous dire, alors là, avec un USDA, donc le stablecoin de Angle, on va pouvoir avoir 11,1 yield token de cette pool. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, avec un token, on va pouvoir avoir le yield généré par 11 tokens. Donc on a cette expression un peu leveragée, enfin une expression de levier. Et voilà, de nouveau, on explique, voilà ce que ça représente à ce prix-là en termes d'intérêt. Mais là, ce n'est pas l'intérêt qu'on va avoir fixe, c'est le prix qui est payé, ça correspond à cet intérêt-là. Donc si c'est moins, finalement, la personne perdra de l'argent in fine. Si c'est plus, la personne sera en profit. En tout cas, toujours par rapport à son underlying. Alors, je précise que là, je parle d'un stablecoin qui est en dollars. Si par exemple, c'est une pool ETH, quand je dis il est profitable ou pas profitable, c'est par rapport à le fait de garder un ETH. Il y a des assets volatiles sur la plateforme qui ont Oui. une valorisation de l'art qui change. Alors, juste pour revenir sur donc, cet exemple que tu mentionnais, c'est-à-dire que donc là, actuellement, il est à peu près à 11%. Ouais. Et ça veut dire que si, par exemple, moi j'achète ce yield token, Mhm. s'il fait moins de 11%, a priori, bah, j'ai bien fait de l'avoir acheté parce qu'il va sous-performer. Alors c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si finalement là, on l'achète, si on achète si on pense que le taux d'intérêt va descendre, Mhm. il vaut mieux aller chercher le taux d'intérêt fixe. Parce que là, on est Oui, sûr. bah, exactement. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. pardon. Il faut aller chercher le taux d'intérêt fixe. Si on pense qu'il va monter, alors dans ce cas, on a Oui, intérêt pardon. à s'exposer à la volatilité. Pardon, ouais, je parlais du taux d'intérêt Ouais. de base du token qui peut évoluer. Donc par exemple, si je pense que celui de Hang va monter à 20%, j'ai aucun intérêt à acheter le yield token. Si le taux d'intérêt va monter à 1% et qu'en revanche, on l'achète aujourd'hui à un prix de 11, c'est intéressant d'acheter le token. Si le taux d'intérêt affiché par la plateforme, en tout cas le marché price ça à 20% et qu'on pense qu'il va descendre, Mhm. autant toucher un taux fixe à 20% parce qu'on sera content d'avoir sécurisé un taux fixe à 20% en achetant plus dans le fixed rate. Oui, pardon, je parlais plus du taux fixe à 11%, là, le yield token à 11%. Mhm. Mais quand on achète un yield token, on ne garantit pas un taux fixe. On paye un taux fixe Ok. et on reçoit un taux variable. Ok, tu payes un taux fixe et tu reçois un taux variable. Exactement. Ok, alors j'avais pas capté ça, ça marche. Et ben voilà. Là où à l'inverse, enfin là où le côté fixed rate, on paye quelque chose de fixe et on reçoit quelque chose de fixe aussi, Mhm. mais c'est quelque chose qui aurait pu varier et on aurait peut-être pu gagner plus de taux d'intérêt si on n'avait pas cherché ce taux fixe. Ok, d'accord. Donc en fait, en fait là, tu achètes le taux à l'instant T, mais ce taux peut évoluer. Exactement. Et c'est pour ça que comme on achète un prix fixe, si le taux variable descend en dessous des prix fixes, on a perdu sur cette opération, là où l'inverse fera gagner, en tout cas par rapport au fait à la lender qui est ici de l'USD. Une autre chose, donc on achète notre yield token et dans le portfolio, de nouveau, on a une catégorie yield token et on voit, par exemple, là j'ai du White Angle, j'en ai 54 qui ont cette valeur de marché. Mhm. Et on voit, ok, là il y a du yield qui a été généré. Il pourra continuer à être généré jusqu'au 26 mai 2025. Ouais. Et je peux déjà aller le récupérer, en tout cas pour ce qui a été généré ici. Ok. Simplement, voilà. Et progressivement. Maintenant, j'ai dit on a parlé un peu des points et de cette narrative-là. On voit que certaines poules ont une icône un peu particulière. Et qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a du yield qui n'est pas du yield, un peu d'une forme différente. Par exemple, des points. Donc on voit ici, ok, on a des Bedrock Diamonds. Et qu'est-ce que c'est que ces Bedrock Diamonds? C'est des points du projet Bedrock. Donc eux, ils donnent continuellement des points là-dessus. Et donc, une fois que les gens achètent ça, ils vont pouvoir voir dans les catégories points combien de points ils ont reçus. Alors généralement, ça prend un peu plus de temps de notre côté d'afficher ça. Mais sur le site de Bedrock, ils vont pouvoir, enfin, sur notre site, ils achètent des Waity. Et sur le site de Bedrock, ils voient, ok, je vois que mes points continuent à augmenter. Ouais, Voilà. ça marche. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, hein, ce qui permet d'accumuler des points, c'est pas le principal token, ce sont les yield tokens. Donc c'est vraiment le deuxième onglet qui s'appelle yield trading. C'est là où tu vas accumuler des points. Exactement. Et un point qui est intéressant aussi, c'est que on parlait de Karak tout à l'heure. Karak, je crois qu'actuellement, c'est bloqué. Le protocole a limité l'achat, enfin le dépôt enfin le stacking pour accumuler des points. Donc en fait,
finalement, d'une certaine manière, le seul moyen de s'exposer pour gagner des points, c'est de passer par ce type de protocole comme Spectra, Pendle pour accumuler des points sur Kerak. Exactement. Alors en fait, euh, en pratique, ça dépend pas mal de s'ils arrivent à trouver le chemin de liquidité qui va faire qu'ils vont pouvoir acheter ce yield token ou ce principal token. Mais c'est vrai qu'il y a le côté exposition en levier sur les points, dans le sens où, alors du coup, c'est aussi plus risqué. Mais là, quand je prenais l'exemple du stake USD, il y avait ce côté avec une USD, on peut acheter 11 yield tokens. C'est-à-dire qu'avec un stake USD, je peux avoir les points que génère 11 stake USD. Et, enfin, en tout cas USD. Et là-dessus, c'est un peu là où en fait, si les points finalement valent plus que ce que le marché a pricé, en fait, à la place d'avoir déposé plus de capital dans la plateforme directement pour avoir plus de points, on a pu directement acheter juste ces points et avoir une exposition en levier là-dessus. Alors, il se trouve que StakeUSD n'a pas de points, mais c'est valable pour les autres plateformes. On voit même qu'il y a des plateformes qui n'ont pas de yield de base et leur seul yield, c'est des points. C'est le cas aujourd'hui en DeFi. Les points sont une forme d'intérêt que le projet donne, comme on a expliqué. Ça marche. Alors, j'ai l'impression que l'offre et la demande ne va pas régir le coût du token finalement. Que en fait, le token est simplement déterminé par les paramètres que sont la date d'expiration, le prix du principal token et le taux fixe. En fait, le prix, c'est ce que le marché finalement s'échange. En fait, nous, on a cette colonne qui permet d'avoir une visualisation plus concrète que ce que représentent ce qu'ils sont en train d'échanger. Voilà, quel est le taux fixe auquel ils payent le taux variable, ou quel est le taux fixe, l'intérêt fixe qu'ils gagnent en achetant le principal token. Et ça, c'est uniquement dépendant du prix des assets, du weighty et du PT par rapport à l'expérience. Ok, donc ça c'est le yield token, entre guillemets, prix dépend de l'offre et la demande, évolue. Et en fait, c'est un poil technique, mais comme quand on dépose, on a un yield token et un principal token, derrière les rideaux, il y a un marché pour le principal token et c'est comme ça que le prix du yield token est déterminé. Il n'y a pas une pool avec le yield token et une pool avec le principal token. C'est beaucoup plus optimisé et ça fait partie des améliorations qu'on a pu la faire. Mais fondamentalement, voilà, c'est toujours, en fait, on regarde le prix d'un asset et on peut extrapoler, dériver en tout cas quel est le taux d'intérêt fixe Très clair. par le marché. Et une dernière question, est-ce que vous êtes posé la question de développer un autre onglet, un front supplémentaire pour encore abstraire encore plus la complexité et se dire que ça finalement c'est un peu un mode avancé et de se dire pour des utilisateurs qui voudraient vraiment consommer ce protocole mais de façon plus simple, il y aurait la possibilité Bien sûr. Alors, déjà la première chose c'est que finalement on a quand même deux profils d'utilisateurs et qui vont aller chercher des choses assez différentes. Là on a quelqu'un qui va chercher à spéculer, là où l'autre personne va chercher à avoir un taux fixe. C'est un profil d'utilisateur assez différent. Oui, d'un côté il y a le stacker, de l'autre côté il y a un peu du... Il y a la spéculation, il prend des risques d'investir dans une position, il aurait mieux fallu ne rien faire. On a déjà des projets qui construisent par-dessus Spectra des interfaces en fait qui vont être beaucoup plus, qui vont abstraire beaucoup de choses, qui par exemple ne vont pas faire la catégorie trading, qui vont juste rester sur l'asset, qui vont être très justement sédatifs. Tu achètes un asset à un discount et moins de paramètres que finalement ce qu'on essaie d'offrir à travers notre application. Et une autre chose, alors il n'est pas disponible actuellement parce que justement on est en train de résoudre des bugs et la plateforme, en fait, ça fait qu'un mois qu'elle est live, mais on va avoir en fait une sorte de calculateur dans laquelle la personne va pouvoir mettre, ok, alors j'achète tant de tokens, j'en reçois tant, et à cette date, je pense que le taux d'intérêt sera tant. Dites-moi ce que ça fait. Juste une assistance pour essayer de calculer, parce que c'est vrai qu'on le fait déjà là, finalement, c'est pour ça qu'on affiche ces taux d'intérêt dérivés du prix des assets, mais voilà. En gros, ce que tu disais, c'est que finalement, vous allez y avoir le calculateur de risque. Il va y avoir aussi donc des protocoles qui vont abstraire la complexité et utiliser votre protocole et développer un front par-dessus pour proposer les fonctionnalités de votre protocole de façon plus Exactement. simple. En fait, c'est toujours un peu le challenge quand on construit un protocole DeFi, c'est essayer de s'intéresser à l'utilisateur en DeFi qui finalement a un profil de connaissance sur un spectre qui est assez large. Nous, on va être le premier layer, donc on affiche peut-être beaucoup d'informations et en fait, comme je le disais, à travers d'autres intégrations ou à travers d'autres front-ends qui peuvent être construits par-dessus nous, par-dessus ce protocole sans notre accord, parce que c'est de la DeFi justement, et on va pouvoir s'adresser à des utilisateurs plus ou moins avertis. Et voilà, c'est différents outils qui sont intégrés. Et nous, on essaie d'itérer là-dessus et
de comprendre un peu quels sont les besoins, les informations, Ouais. comment construire un système de chart où les gens pourront voir l'évolution du prix historique de ces assets-là, peut-être des ordres limites où ils vont racheter, ils vont pouvoir être remplis quand ça passe un certain prix. Voilà, on itère aussi sur le fait que la partie visuelle de l'application en dehors du protocole. Ok. Et un dernier point, j'ai vu que Penel, par exemple, avait une Penel Academy, Mhm. en gros une série de vidéos pour un peu former les utilisateurs. Est-ce que ça marche vraiment ce type de vidéo? Est-ce que vous êtes posé la question d'en faire? Et c'est quoi un peu les options à votre portée pour vraiment un peu éduquer les utilisateurs? Je pense que comme tout protocole DeFi, il faut avoir une grosse documentation. Ouais. Malheureusement, en tant qu'utilisateur, on en revient à y aller. Et ensuite, en fonction, on itère et on essaie de créer du contenu peut-être plus éducatif, plus simple à assimiler. Ouais. Comme cette vidéo, par exemple. Exactement, exactement. Et oui, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. On a des guides qui arrivent et qui s'adressent à différents utilisateurs. Même aujourd'hui, par exemple, au projet, en mode, comment créer une pool sur Spectra? Parce que autant les utilisateurs, en utilisant les ressources de Pendle, arrivent à comprendre un peu comment ça fonctionne, principal token, yield token. C'est vrai que les projets, c'est la première fois qu'ils peuvent créer une pool d'eux-mêmes. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on doit faire du contenu éducatif. Ok, très clair. Gaspard, merci beaucoup. Voilà. Avec plaisir. Maintenant, je sais utiliser Spectra, c'est cool. Parfait.